Donc, chers maîtres, chers collègues, permettez-moi de vous présenter le cours d'aujourd'hui intitulé le cardiac pacing et la resynchronisation cardiaque selon les recommandations de l'ESC 2021. Donc, alors que certaines recommandations nécessitent une simulation cardiaque sans clair et n'ont pas changé par rapport aux anciennes recommandations de 2013, donc beaucoup de recommandations ont changé et ont bénéficié de recherches approfondies, à savoir la simulation dans le contexte du TAVI, les sites de simulation alternatifs et l'harmonisation des recommandations concernant la resynchronisation cardiaque avec celle de l'insuffisance cardiaque. Donc, pour ceci, on va adopter le plan suivant, après une brève introduction et quelques rappels. On va procéder à la prise en charge diagnostique des patients avec un trouble de conduction suspect ou documenté. Le pacing, les indications du pacing cardiaque dans la bradycardie et les troubles de conduction, la resynchronisation cardiaque et les sites alternatifs de simulation cardiaque pour entamer par la suite des indications dans des situations spécifiques et quelques considérations avant de finir par des complications concernant les devices. Donc, en guise d'introduction, le pacing cardiaque est une thérapie qui a été utilisée depuis longtemps, donc depuis plus de 50 ans. La prévalence, elle varie en fonction de la pathologie, en fonction de pays. Aussi, il y a des pays qui surutilisent les PACE, il y a d'autres pays qui sous-utilisent les PACE, et elle varie aussi en fonction des caractéristiques socio-démographiques. Donc, tout de même, il faut savoir qu'il y a une élévation ou une augmentation croissante dans l'utilisation des PACE du fait de l'augmentation de l'expectance de vie des patients et le vieillissement de la population. Donc, deux chiffres ou deux statistiques à se rappeler, 1 million d'implantations de PACE par an et 80% sont faits chez des sujets de plus de 65 ans. Donc, il faut savoir qu'il y a deux bénéfices à implanter un PACE. Le premier est un but symptomatique pour améliorer la qualité de vie et le deuxième, un but pronostic pour améliorer la morbimortalité. Donc, pour les types de pacing, je ne vous cache rien, c'est des types que vous connaissez déjà. Il y a le pacing endocardiaque. C'est un simulateur placé dans la région pectorale et des centres transveineuses donc, qui vont être implantés dans le myocarde. C'est le mode de pacing le plus utilisé. Il y a le pacing épicardique dans certaines situations spécifiques. Il y a le biventriculaire pacing, la resynchronisation cardiaque avec des critères sélectifs et il y a des sites alternatifs. Donc, un petit rappel sur la nomenclature. Donc, la première lettre de la nomenclature, elle désigne la cavité PC ou simulée. La deuxième, c'est la cavité détectée, soit l'oreillette, ventricule, les deux ou aucun des deux. Et le troisième lettre signifie la réponse à la détection. C'est soit une inhibition ou un déclenchement, ou les deux. Et bien sûr, la quatrième lettre, c'est l'asservissement, c'est une augmentation de la fréquence cardiaque avec à l'effort. Donc, pour les modes de PACE, on distingue les modes asynchrones. Le VO, c'est une simulation à une fréquence fixe avec un risque de phénomène R sur T du fait de la détection des complexes spontanés du patient. C'est généralement un mode qui est utilisé durant les interventions chirurgicales. Il y a le mode VPI en général chez les patients en FA ou chez les patients avec une espérance de vie limitée, avec un risque de syndrome du PACE. Et le mode AEI chez les patients avec une dysfonction sinusale et une conduction oculoventriculaire préservée, et le mode TDD qui est le plus utilisé. Donc, pour les classifications générales des bradycardies, on distingue les bradycardies sinusales ou les bradycardies plutôt physiologiques qui sont en général chez les athlètes, les sujets jeunes ou pendant le sommeil. Les bradycardies pathologiques qui sont de deux types, soit permanentes liées à une dysfonction sinusale ou des blocs auriculoventriculaires, soit des bradycardies qui sont paroxystiques, soit documentées ou soit suspectées à l'occasion d'un bloc de branche, d'une syncope réflexe ou d'une chute inexpliquée. Pour les étiologies des bradycardies, je pense que vous les connaissez tous, c'est des étiologies qui peuvent être aiguës, réversibles, soit un IBM, une hyperkaliémie, des troubles hydroélectrolytiques ou suite à des situations interventionnelles, ou c'est soit des causes irréversibles, donc chroniques, secondaires à des maladies dégénératives, une cardiopathie congénitale. Et du coup, il est important de distinguer les deux causes pour une prise en charge thérapeutique adaptée. Donc là, on passe à la prise en charge diagnostique des patients avec un trouble de conduction suspecté ou documenté. En général, elle repose sur 4 temps, c'est l'interrogatoire, l'examen clinique, le CG et éventuellement les examens complémentaires. Donc pour le premier volet, c'est l'interrogatoire qui doit mentionner la durée, la fréquence et la sévérité des symptômes, la relation des symptômes à l'exercice ou à l'émotion. Donc, chercher des facteurs favorisants, chercher une notion de prise médicamenteuse et chercher bien sûr un antécédent de mort subite familiale ou d'antécédent d'implantation de PACE. Là, c'est une liste de médicaments qui peuvent causer une bradycardie, d'autant plus qu'il y a une altération préalable du système de conduction du patient. Donc là, on distingue les antiarythmiques, les neuroleptiques et les drogues psychoactives, d'autres molécules, à savoir le ticagrelor, le propofol, les inhibiteurs de pompe à proton et certaines chimiothérapies.
Donc, en ce qui concerne l'examen clinique, c'est un examen clinique qui doit détecter la cardiopathie structurelle multisystémique. Il faut tâcher à rechercher le coût périphérique. En général, c'est un coût de faible amplitude et il faut faire attention par rapport à certaines extrasystoles qui peuvent mimer une fréquence d'échappement qui est basse. Donc, on doit mesurer la tension artérielle au repos en position, c'est en position du lever. Et bien sûr, un massage du sinus carotidien chez les patients qui ont une syncope réflexe en général, si on a bien sûr éliminé une sténose de la carotide qui est connue ou un antécédent d'AIT ou d'AVC, normalement, on ne doit pas faire le massage du sinus carotidien chez ces patients. Donc, pour le CG, en général, durant les épisodes, il permet de confirmer le diagnostic et la cause de la bradycardie. Et entre les épisodes, c'est souvent le cas. Il permet de diagnostiquer la cardiopathie structurelle ou la cardiopathie métabolique. Donc, pour les explorations complémentaires, le CG ambulatoire, il identifie les bradycardies suspectées pour corréler les troubles de conduction aux symptômes. Il existe différentes options de monitorage ambulatoire à l'ECG, à savoir donc un monitorage ou un Holter de 48 heures, 72 heures, chaque semaine ou mensuel. Ça dépendra des symptômes et de la récurrence de ces symptômes. Parfois, on peut même avoir recours à un Holter implantable chez certains patients qui ont des syncopes inexpliquées peu fréquentes. Pour l'épreuve d'effort, en général, l'épreuve d'effort est recommandée chez les patients qui font des symptômes de bradycardie suspecte au moment de l'effort ou juste après l'effort. En général, elle permet de détecter une incompétence chronotrophe, ça veut dire que c'est une incapacité à atteindre 80% de la fréquence cardiaque théorique de base. Et en général, il n'existe pas de support ou de preuve à faire une épreuve d'effort chez les patients qui n'ont pas de symptômes à l'effort. Donc, pour l'imagerie cardiaque, en général, l'échographie, c'est une évaluation de base, évaluer la FEVG, la cardiopathie structurelle, en général, elle peut être utilisée si, dans un contexte d'instabilité hémodynamique. Une coronarographie, si une étiologie ischémique est suspectée, et bien sûr, la place de l'imagerie cardiaque et du PET scan chez les patients qui sont jeunes, inférieurs à 60 ans, et permet une caractérisation tissulaire, l'inflammation et la fibrose. Elle permet de détecter les larges zones de fibrose qui peuvent entraîner des arythmies indépendamment de la FEVJ. Donc, pour les tests biologiques, en général, il y a des tests spécifiques et des tests de routine, comme le dosage de la kaliémie, la TSH, la calcémie, les sérologies de Lyme et les hémocultures en fonction du contexte. Donc, pour les tests génétiques aussi, c'est un grand volet de la prise en charge des patients. Donc, en général, ils sont recommandés chez les patients qui sont inférieurs à 50 ans, chez qui on suspecte une myocardite ou une cause de sarcoïdose, vu que les gènes ont été incriminés dans plusieurs troubles conductifs. Donc, pour l'épreuve ou le sleep testing, en général, si suspicion de syndrome d'apnée obstructive du sommeil, et le TIT test, en général, il est considéré chez les patients avec une syncope réflexe ou récurrente. Pour l'étude électrophysiologique, en général, c'est un moyen invasif. Et vu l'avènement des techniques non invasives, en général, c'est un test qui n'est pas très souvent utilisé que chez les patients avec une haute probabilité pré-test. Il permet de mesurer le temps de récupération sinusale, l'intervalle AH, et le potentiel, bien sûr, hissien et le potentiel HV, peut-être, pourquoi pas, une stimulation ventriculaire programmée. Donc là, c'est un algorithme qui résume un peu tout ce qu'on vient de dire concernant les investigations complémentaires chez les patients ayant un trouble de conduction suspect ou documenté. Donc là, on va passer au volet c'est le volet de la prise en charge thérapeutique. Donc, on va voir le pacing chez le patient atteint d'une dysfonction sinusale, le pacing chez les patients avec un bloc auriculoventriculaire, le pacing chez les patients avec un trouble conductif hors bloc auriculoventriculaire et le pacing dans le cadre des syncopes réflexes. Donc, pour le pacing chez les patients avec une dysfonction sinusale, en général, dysfonction sinusale, c'est un large spectre qui comprend une anomalie de la genèse ou de la conduction de l'afflux sino-atrial. Et en général, elle peut varier d'une bradie sinusale, d'une pause sinusale ou d'une paralysie sinusale, d'un bloc sino-atrial, d'un syndrome de tachycardie, bradycardie ou d'une incompétence chronotrope. En général, les symptômes secondaires à cette bradyarrhythmie ne sont pas toujours une syncope. Ce sont des syncopes dans 50% des cas. Ça peut être une équivalente de syncope ou ça peut être une pré-syncope ou carrément, par exemple, des troubles neurologiques ou une intolérance à l'effort dans le cadre d'une incompétence chronotrope. Donc, de base, il faut distinguer chez ces patients que le pacing ne doit pas être fait chez les patients avec une dysfonction sinusale asymptomatique, contrairement au BAV, car ça n'améliore pas le pronostic. Donc, en général, le pacing est considéré chez le patient symptomatique. Donc, établir une corrélation entre le symptôme et la bradyarrhythmie doit être
important dans la prise de décision. Et parfois, on est posé devant une problématique, ça veut dire que chez les patients âgés, ayant des comorbidités, on n'arrive pas à poser le diagnostic. Est-ce que c'est lié à l'âge? Est-ce que c'est lié à la dysfonction sinusale pour poser un PACE? Donc, pour la bradie sinusale, en général, elle est bien tolérée avec un rythme d'échappement qui est jonctionnel. Pardon, elle est bien tolérée. Donc, si elle est à 40 à 50 battements par minute, donc au repos ou inférieur ou à 30 battements si elle est nocturne, en général, elle est physiologique. Et si elle est symptomatique, il faut tâcher à rechercher des causes réversibles avant de partir faire un test comme ça. Donc, pour le syndrome de tachycardie, bradycardie, en général, c'est des patients chez qui on ne peut pas donner des médicaments, puisque si tu donnes un médicament antitachycardisant, ça va entraîner une bradycardie, ça va majorer la bradycardie plutôt. Et là, on est devant deux options, c'est soit une ablation de la tachyarrhythmie ou mettre un PACE avec une continuation des traitements des médicaments. Donc là, ça dépendra du bénéfice-risque de la disponibilité et du choix du patient. Mais en général, on préfère l'ablation plutôt que mettre un PACE chez ces patients. Et la simulation antitachycardique auriculaire n'a pas montré de véritables preuves et les seulement gardées en classe 2B. Pour l'incompétence chronotrope, en général, chez les patients, donc on recommande un pacing DDD chez ces patients en 2A. Et en cas de pause sinusale asymptomatique supérieure à 6 secondes, on peut recourir à un pace, mais c'est une recommandation en 2B qui a été rétrogradée. Donc, pour le mode du pacing, si on va pacer chez le patient, quel mode choisir? En général, c'est le mode DDD parce qu'il permet une conduction auriculo-ventriculaire synchrone, il permet d'éviter le syndrome du pacemaker, il permet d'améliorer la qualité de vie et de minimiser le risque de réopération chez ces patients qui peuvent développer un BAV par la suite. Le mode AI peut être utilisé si la conduction auriculo-ventriculaire est préservée. Et le mode VVI, c'est un mode qu'on doit garder généralement chez les patients qui sont âgés avec des comorbidités et des symptômes peu fréquents. Donc là, c'est une étude, c'est le registre d'Alice qui a englobé 1414 patients qui ont été randomisés en deux groupes. Un groupe qui a été implanté par un PACE AI et un groupe qui a été implanté par un PACE DDD. Et on note une diminution significative du risque de survenue de FA et de réintervention secondaire pour BAV chez ces patients traités par simulation double champ. Donc là, c'est un algorithme en général qui résume ce qu'on vient de dire. Pour le premier choix, c'est le mode DDD chez ces patients. S'il y a une raison d'éviter le DDD, on choisit un mode AI. Et bien sûr, chez les patients qui sont avec une espérance de vie limitée, on peut proposer un mode VVI. En ce qui concerne le pacing pour les BAV, en général, les BAV premier degré sont de bons pronostics et n'évoluent que rarement vers un BAV de haut grade. Et parfois, on peut être amené à pacer un BAV premier degré si le PR est supérieur à 300 millisecondes pour éviter un syndrome du pacemaker. Et c'est une classe de recommandation 2A. Pour le 2 Mobis 1, s'il est nodal, en général, c'est une cause bénigne, mais s'il est infranodal, on peut être amené à pacer chez patients ayant un BAV de 1, 2 Mobis 1, s'ils sont bien sûr en infranodal ou s'ils sont symptomatiques avec une corrélation entre symptômes et la bradycardie. Le pacing, bien évidemment, n'est pas recommandé chez les patients avec une cause réversible. Donc, pour les BAV, le 2 Mobis 2, le 2-1 et le haut degré, à savoir le Mobis 2, 3-1 ou le BAV complet, en absence de symptômes de cause réversible, il faut pacer chez les patients même en absence de symptômes. C'est-à-dire que ces BAV ils doivent être pacés puisqu'ils sont à un haut risque de progresser vers un BAV complet ou d'une mort subite soudaine. Donc, en général, la problématique de pose, c'est généralement les BAV de 1 qui sont asymptomatiques. On distingue les BAV nodaux qui, en général, nécessitent un follow-up et les BAV infranodaux qui nécessitent un pacing. Et comment distinguer les deux? C'est soit par les ECG antérieurs, soit par une épreuve d'effort qui va permettre la conduction auriculo-ventriculaire de la démasquer, soit par une étude électrophysiologique dans certaines situations. Donc, pour l'entité FA plus BAV, là, c'est une FA avec un rythme ventriculaire qui est long. C'est une FA qui est régulière. Donc, parfois, c'est des pauses qui peuvent être détectées au monitoring. Donc là, la question qui se pose, quand est-ce qu'on doit pacer un BAV en présence d'une FA? Premièrement, c'est des patients en général qui sont en FA, qui sont sous bloqueur du NAV. Donc, on doit éliminer une cause réversible qui peut induire en faux chez ces patients. Donc, après avoir éliminé une prise de médicaments, on doit pacer chez patient seulement s'il y a des symptômes ou s'il y a un bloc infranodal, c'est-à-dire soit détecté à l'étude électrophysiologique, soit des QRS qui sont larges. Et en général, on choisit le mode VVI parce qu'on n'a pas besoin d'une sonde atriale et le mode DDD par contre s'il y a une FA qui est paroxystique. Donc là, c'est un algorithme qui résume ce qu'on vient de dire. Le mode de pacing pour les BAV est similaire que la dysfonction sinusale. Il faut privilégier toujours le mode DDD plutôt que le mode VVI
pour éviter la cardiopathie chronique induite par ce mode. Et en général, chez les patients en FA, on choisit un mode VVI plutôt que le mode DDD. Et il n'y a pas de place pour le mode AAI chez les patients en BAV. Pour les troubles de conduction hors BAV, en général, c'est des troubles de conduction qui intéressent soit les branches, soit les fibres de Purkinje. Ils peuvent être classés en bloc de branches, en bloc fasciculaire, donc isolés ou en combinaison avec d'autres blocs de branches, soit des troubles de conduction non spécifiques. En général, les blocs de branche droit, les hémiblocs antérieurs gauche et hémibloc postérieur gauche sont rarement symptomatiques. Si on a une alternance entre BBD et BBG, il faut pacer parce que c'est l'équivalent d'un bloc trifasciculaire. Si on a un bloc bifasciculaire, là, contrairement aux anciennes recommandations, il ne faut pas pacer systématiquement. Il faut pacer que si on a un BAV de haut grade qui a été documenté ou si on a un bloc bifasciculaire symptomatique et bien sûr après avoir corrélé avec les symptômes, corréler la bradycardie avec les symptômes. Donc, il faut toujours corréler la bradycardie avec les symptômes dans ce sens et on peut avoir recours à une étude électrophysiologique pour voir est-ce qu'il y a un temps, un intervalle HV qui est prolongé ou un bloc infra ici. En général, un bloc bifasciculaire asymptomatique ne doit pas faire l'objet d'un pacing cardiaque. Donc là, on passe au volet du pacing dans le cadre d'une syncope réflexe. Donc, il faut garder en tête que toute syncope chez une personne sans antécédents familiaux personnels, de cardiopathie structurelle, avec un examen clinique normal et un ECG normal, en général, c'est une syncope réflexe jusqu'à preuve du contraire. La syncope réflexe comporte et la syncope vasovagale, la syncope situationnelle suite à des stimuli, l'hypersensibilité du sinus carotidien et quelques formes rares non classiques. En général, c'est une physiopathologie qui découle d'un dysfonctionnement du système nerveux autonome d'une manière intermittente en réponse à certains stimuli. Ça peut être une réponse vasodépressive, comme ça peut être une réponse cardio-inhibitrice ou ça peut être une réponse mixte. En général, le pacing, ce n'est pas un mode de traitement en routine chez ces patients. Et là, les recommandations insistaient sur le tilt test et le massage du sinus carotidien chez ces patients. Donc là, c'est un algorithme de la gestion de pacing chez ces patients. En général, chez les patients qui ont plus de 40 ans avec des syncopes imprévisibles ou sévères, un massage du sinus carotidien et un tilt test doivent être pratiqués. Si l'un des deux est positif, on va passer par un mode DDD, mais si en cas de négativité des deux, on peut envisager un holter implantable pour rechercher est-ce qu'il y a une dysfonction sinusale ou un BAV qui pourrait indiquer une simulation par la suite. Donc là, bien sûr, le pacing n'est pas indiqué en l'absence de documentation d'un réflexe cardio-inhibiteur. C'est-à-dire que si on a un réflexe hypotensif, vasodépresseur ou mixte, on peut ne pas pacer chez le patient. Donc, passons à la resynchronisation cardiaque. Donc, bien sûr, beaucoup d'études ont montré le bénéfice de la resynchronisation cardiaque, notamment dans la science cardiaque. La resynchronisation cardiaque ou le biventriculaire pacing ou la simulation triple chambre OD, VD et VG, elle permet de coordonner au mieux la contraction myocardique. Bien sûr, la physiopathologie de la science cardiaque et la dysfonction VG, elle est connue. C'est des troubles de conduction intraventriculaire avec des QRS qui sont larges, qui peuvent être présents dans 25 à 50% des patients, un bloc de branche qui peut être présent dans 25% des cas, qui va être responsable de troubles de conduction interventriculaire et intraventriculaire avec une désynchronisation mécanique. On peut avoir une prolongation d'intervalle PR dans 50% des cas avec une désynchronisation auriculoventriculaire et une fuite mitrale diastolique qui peuvent aggraver le pronostic. Donc, d'où l'intérêt d'une resynchronisation de la dépolarisation ventriculaire et de l'activité mécanique ventriculaire pour améliorer et les symptômes de l'insuffisance cardiaque, à savoir la classe NYHA, la qualité de vie, la capacité d'exercice, et améliorer aussi la FEBG, la morbimortalité, à savoir le nombre de décès et de réhospitalisation d'origine cardiaque. Donc là, j'aimerais juste insister que ceci s'applique uniquement chez les patients qui sont bien choisis et on verra ça par la suite. Donc, en général, pour la procédure, il faut optimiser la resynchronisation pour obtenir de meilleurs résultats. Et d'un point de vue technique, on implante la sonde VG dans une veine postérolatérale gauche à partir du sinus coronaire et il faut choisir une branche veineuse en fonction de l'anatomie du patient. Et l'objectif est d'atteindre la zone d'activation ventriculaire gauche la plus retardée puisque cette position maximise l'hémodynamique. Donc, pour la sonde gauche, elle doit être positionnée en général dans la région postérolatérale et non pas antérieure, car c'est la dernière à être activée. Et il faut s'arrêter au niveau de la région basale ou moyenne, pas apicale, qui est associée à un risque plus élevé de décès par perforation. Donc, la sonde droite, en général, elle doit être ischienne ou para-ischienne pour avoir des QRS quasi normaux. Pour le choix des patients,
Donc, toutes les études se sont mis d'accord, donc à savoir les études Miracle, Compagnon, KRHF et pathologie CHF, se sont mis d'accord sur les critères de patients à choisir. Si ce sont des patients en général en rythme sinusal avec une classification NYHA entre 2, 3 et 4. S'ils sont en FA, c'est une NYHA 3 et 4 uniquement, avec un cutoff de FE inférieur à 35%. Et les critères ECG sont très fondamentaux, à savoir la durée du QRS, la morphologie du QRS et l'intervalle PR. Bien sûr, il faut considérer ce traitement de resynchronisation chez les patients chez qui ils ont reçu un traitement médical optimal et qui sont toujours symptomatiques. J'aimerais juste attirer l'attention que ces études ont été faites en 2012, 2013, 2008 et en général, les nouvelles thérapies d'assurance cardiaque, à savoir le sacubitril, valsartan, les inhibiteurs de la SGLT2, n'ont pas été considérés avant de randomiser ces patients qui ont bénéficié d'une resynchronisation. Donc là, c'est une revue systématique pour un peu mentionner la population qui a, ou plutôt répondeur à la resynchronisation. C'est surtout les patients qui ont un BBG plutôt qu'un non-BBG. C'est surtout le sexe féminin, des patients en rythme sinusal et des cardiopathies non ischémiques plutôt que des cardiopathies ischémiques qui bénéficient le plus d'une thérapie de resynchronisation cardiaque qui sont mieux répondeurs. Donc, chez les patients en rythme sinusal et en insuffisance cardiaque avec une FE inférieure à 35% et des QRS larges, supérieurs à 150 millisecondes avec un BBG, toujours symptomatique, sous traitement médical optimal, une resynchronisation est indiquée en 1A, alors qu'elle passe en 2A si les QRS sont entre 130 et 149 millisecondes, alors qu'elle était en recommandation classe 1 dans les recommandations anciennes de 2013. Donc, en l'absence de BBG, l'indication de la resynchronisation cardiaque passe en 2A si les QRS sont supérieurs à 150 millisecondes et en 2B s'ils sont entre 130 et 149 millisecondes. Et la resynchronisation cardiaque n'est pas indiquée chez les patients qui ont des QRS de durée inférieure à 130 millisecondes. En général, la resynchronisation cardiaque chez les patients en FA, elle doit être faite dans les mêmes critères avec une durée du QRS cette fois-ci supérieure à 130 millisecondes plutôt que 150 millisecondes. Et celle-ci doit être faite en 2A après avoir eu un échec d'une ablation ou après avoir eu un refus d'une ablation de FA. Donc là, on distingue deux situations. C'est soit des patients en FA qui ont une insuffisance cardiaque et qui sont candidats à une resynchronisation. La problématique chez ces patients, c'est qu'on ne peut pas assurer ou obtenir un pacing favorable dans la plupart des cas. Et du coup, on a recours à une ablation du NAV associée chez ces patients. Donc là, d'ailleurs, c'est une étude qui a été publiée dans le JACC qui a comparé la mortalité des patients en insuffisance cardiaque en FA avec ablation du NAV, avec des patients en FA avec contrôle seul de la fréquence cardiaque par traitement médical et avec des patients en rythme qui étaient sinusal. Et elle a montré que la survie à long terme après ablation chez les patients en FA était similaire à des patients en rythme sinusal et que la mortalité était supérieure par rapport aux patients qui ont bénéficié d'un contrôle médicamenteux uniquement. Donc, pour le deuxième cas de figure, c'est des patients avec une fréquence cardiaque qui n'est pas contrôlée et qui nécessite une ablation du NAV, bien sûr, irrespectivement de la durée du QRS. Et en général, c'est des patients chez qui on peut proposer un biventriculaire pacing ou une resynchro pour éviter la simulation ventriculaire droite qui peut être néfaste. Donc là, c'est un algorithme un peu qui résume ce qui vient d'être dit. Pour les patients qui vont avoir un management de l'ablation de la jonction ou du NAV, en général avec une FA persistante qui n'est pas candidate à une ablation de FA ou une FA permanente, il faut voir la fréquence cardiaque. En général, si ce sont des candidats, si c'est une fréquence cardiaque qui est contrôlée et que ce sont des candidats à une CRT et des QRS qui sont supérieurs à 130 millisecondes, on peut proposer une ablation du NAV en général parce que le biventriculaire pacing n'est pas très optimal et il est inférieur à 90 à 95%. Donc, si ce sont des patients qui ne sont pas contrôlés sur le plan fréquence cardiaque et qui sont candidats pour une ablation de la jonction, on voit par la suite la FEBG si elle est conservée, on garde uniquement la simulation VD. Si elle est altérée, on propose ces patients pour une resynchronisation cardiaque. En ce qui concerne le HAP de Revin, en général, les patients qui ont une simulation VD au long terme développent par la suite, après 20-30 années, développent par la suite une désynchronisation et une altération de la FEBG. Mais est-ce que c'est légitime de upgrader tous les patients qui ont simulation VD en resynchronisation systématique? Bien sûr, la réponse est non. Il faut upgrader seulement les patients en resynchronisation cardiaque qui ont une FEBG inférieure à 35% qui sont symptomatiques malgré un traitement médical optimal dans le suivi. Pour les patients qui ont une FEBG altérée et une indication à un pacing pour une bradycardie, en général,
si la FE est inférieure à 40%, il faut mettre un PACE triple chambre d'emblée. Donc là, le débat classique, CRTP versus CRTD, il n'y a pas d'étude qui compare la CRTP avec la CRTD. Ils comparent soit les deux au DAI, soit la CRT avec le traitement médical optimal. Et en général, même si on peut penser que la CRTD est supérieure à la CRTP, il n'y a pas de données suffisantes pour prouver ceci. Si on décide d'ajouter un DEF chez ces patients, bien sûr, on va réduire le décès d'origine rythmique, mais les inconvénients d'ajouter un DEF, c'est le risque de dysfonction de santé plus élevé, le risque de choc inapproprié qui peut être un événement psychologique pour le patient qui est délétère, le risque infectieux plus élevé et surtout, c'est le coût qui est plus élevé du DEF. Donc, bien sûr, il faut choisir au cas par cas en fonction de la situation clinique. Donc, par exemple, on optera plus pour un CRTD, c'est des sujets qui sont plutôt jeunes et qui ont une ischémie ou des foyers de fibrose à l'IRM. Plutôt pour un CRTP chez les sujets qui sont âgés, fragiles, avec une espérance de vie qui est limitée ou une cardiopathie qui est non ischémique. Donc là, on passe au volet des alternatives de pacing. Là, c'est la stimulation du faisceau de His qui prend une place de plus en plus en Europe, avec un taux de succès qui est en général à 80% et qui est plus efficace en cas de bloc nodal. En général, elle est indiquée actuellement dans ces dernières recommandations en cas d'échec de la resynchronisation uniquement et non pas comme une option de première ligne, tout simplement parce qu'on manque d'études randomisées contrôlées pour pouvoir généraliser ceci. Mais je pense que dans le futur, ça sera le futur de la resynchronisation. Là aussi, c'est la simulation de la branche gauche. En général, là, c'est une étude qui a été publiée dans le JACC en 2020 chez 325 patients avec une indication à une resynchronisation et qui a montré une réduction significative de la durée des QRS, de la classe NYHA et du diamètre télédiastolique du VG avec une nette amélioration de la FEVG chez ces patients avec et sans BVG ayant bénéficié d'une stimulation de la zone gauche de la branche du faisceau de His. Et bien sûr, comme j'ai dit, ces deux techniques ont aussi quelques inconvénients et manquent de recul, mais vont prendre de la place dans les études à venir. Donc, pour la simulation sans sonde, en général, c'est une simulation avec un bas risque infectieux et elle permet d'éviter les complications de la loge et des sondes. Mais elle comporte aussi un grand risque de complications périopératoires. Là, on a des introducteurs et des sondes de 21 à 27 French, à peu près c'est 6 à 8 mm, donc avec un risque opératoire qui peut être très élevé, une tamponnade dans 6 à 5% des cas, des complications vasculaires, des troubles de rythme. Il y a un manque d'expérience selon les centres et ça marche uniquement en mode VVI. Euh, donc, du coup, c'est nécessaire que chez les patients en FA ou chez les patients en espérance de vie qui est limitée. Donc, vu les données suffisantes de la littérature, en général, on laisse la simulation sans sang pour les patients qui n'ont pas un accès veineux, par exemple les hémodialysés, ou chez les patients qui ont une infection récurrente de l'auge. Donc là, c'est une indication en classe 2A. Donc, c'est un position paper au cas où il y a des intéressés pour lire sur ceci, qui est disponible, qui vient de paraître en 2020. Donc, pour la simulation temporaire, en général, c'est une simulation qui doit être faite en cas d'instabilité hémodynamique, en cas de suspicion de cause qui est réversible et en cas de non-disponibilité d'un pacing permanent. Donc, c'est une solution d'attente et elle doit être évitée au maximum possible le risque de complications, le risque infectieux. Donc, et si elle est nécessaire, donc elle doit être placée avec une durée la plus courte possible. En général, il y a des types de pacing. C'est le pacing transveineux sous éco-guidé ou guidé par la pluroscopie et le pacing transcutané épicardique le moins utilisé. Donc, un petit mot sur le pacing en cas d'IDM. En général, vous savez que l'IDM, il va entraîner une dysrégulation autonomique et une lésion du système de conduction par l'ischémie. Ceci peut entraîner des troubles de conduction, mais en général, elles sont réversibles après une revascularisation précoce. En cas de non-réversibilité, on doit attendre au minimum une période de 5 jours avant de mettre un PACE chez les patients ayant un IDM revascularisé. Une pause de PACE peut être envisagée donc plus tôt que 5 jours parfois si on a un IDM qui n'a pas été revascularisé ou une revascularisation tardive, si c'est un ST plus en antérieur, si c'est un bloc bivasculaire ou si c'est un BAV qui était existant avant l'IDM. Donc, bien sûr, le pacing n'est pas recommandé chez les patients chez qui le BAV a été résolu après la revascularisation.
Pour les BAV de haut grade survenant après une chirurgie cardiaque, il faut attendre au minimum aussi 5 jours avant de poser un PACE pour voir la régulation du trouble de conduction. Cette période peut être raccourcie en cas de rythme d'échappement qui est bas avec des QRS larges. En cas de dysfonction sinusale et une incompétence chronotrope qui accompagne généralement une transplantation cardiaque, et là, un deadline qui est plus élevé avec une période d'observation de 6 semaines avant de décider d'implanter ou pas un pacemaker. Pour le pacing après le TAVI, là, c'est de nouvelles recommandations. En général, ce sont des patients, s'il y a un BAV de haut degré qui est développé après un TAVI, on attend en général 24 à 48 heures avant de décider de pacer ou pas. Bien sûr, le pacing est recommandé chez les patients qui ont un BBG ou un BPG alternant avec un BBD survenant après le TAVI. Et le fait de poser un pacemaker d'une manière prophylactique avant le TAVI n'est pas recommandé, même chez les patients en bloc de branche droit. Donc, il n'y a pas de données suffisantes pour dire ça et ça reste en recommandation de niveau 3. Donc, en général, le pacing peut être programmé chez les patients qui ont un bloc de branche droit préexistant et qui développent par la suite un bloc de branche ou un hémibloc après le TAVI. En général, chez les patients qui développent un BBG, il n'est pas nécessaire après le TAVI, il n'est pas nécessaire de pacer chez patient, sauf si à l'haltérosésion, on distingue un BAV de haut grade ou si c'est un BBG alternant avec un BBD ou si une épreuve électrophysiologique a démontré des QRS supérieurs à 150 ou un PR qui est allongé. Pour le pacing chez les patients, chez les enfants en général, ça n'a pas changé par rapport aux recommandations de 2013. C'est un pacing concernant un BAV de haut degré chez les patients symptomatiques ayant des pauses supérieures à 3 fois la normale avec des QRS larges, un intervalle QT prolongé, des complexes des ESV, une fréquence cardiaque inférieure à 50 battements par minute. Donc, s'il y a un de ces critères, on doit pacer chez patient. Pour la procédure de pacing, quelques nouveautés en ce qui concerne l'antibioprophylaxie en général qui doit être administrée 1 heure auparavant. Si on dépasse 4 heures durant le geste, on doit réitérer l'antibioprophylaxie et elle est à base de cépazoline en général ou flucloxacilline. Pour l'accès, en général, il faut éviter au maximum l'accès sous plat vu le risque de pneumothorax. On favorise l'accès céphalique ou axillaire. Et il faut éviter aussi le chevauchement héparine, car ça peut être pourvoyeur d'hématomes de loge et de risque hémorragique. Là, c'est un consensus d'experts qui a été publié qui détaille un peu la procédure de simulation pour les intéressés à mettre les par la suite. Donc là, on va passer au dernier volet de notre cours, c'est les complications des simulateurs cardiaques. En général, c'est des complications qui peuvent survenir en phase péri-opératoire ou au long terme follow-up. Elles dépendent de la complexité du device. C'est-à-dire qu'une resynchronisation comporte plus de risques de complications qu'un DAI, comporte plus de risques qu'un double chambre et plus de risques qu'un monochambre. Donc, une implantation de nouveau est en général moins pourvoyeuse de complications qu'un upgrade ou qu'une révision de sonde. Et en général, le fait de poser la sonde au niveau du VG est pourvoyeur de plus de complications. Du coup, il faut vraiment faire attention sur le risque et les bénéfices et sur les indications de PC ou pas chez ces patients. Pour les complications liées à l'accès veineux, en général, c'est un pneumothorax qui peut être soit spontané, soit après 48 heures, secondaire à la ponction ou secondaire à la perforation par une sonde. Il est à respecter s'il est inférieur à 2 espaces intercostaux. S'il est supérieur à 10%, il faut drainer. En général, il y a des complications qui sont rares, autres, à savoir l'hémopneumothorax, l'hémopéricarde, une fistule, un traumatisme du canal thoracique ou une thrombose superficielle, mais c'est des complications qui restent rares du fait de l'expérience des praticiens. Donc, les complications liées au centre, en général, c'est soit des déplacements, des macro-déplacements, des micro-déplacements de centre qui vont entraîner des dysfonctions de pace nécessitant un repositionnement, une fracture de centre avec un accès supraclaviculaire, une perforation, notamment si c'est une position apicale, des problèmes de détection et des problèmes parfois de simulation phrénique qui nécessitent une réintervention carrément. Il peut avoir des dissections coronaires ou des traumatismes vasculaires. Et là, c'est des cas rares qui ont été rapportés dans la littérature. C'est le twist syndrome, le Twidler syndrome, qui correspond à l'enroulement de la sonde. Comme vous le voyez ici, c'est un enroulement de la sonde ou du simulateur secondaire en général, une infection qui est psychiatrique, qui va causer une dysfonction de pace, qui va nécessiter une réintervention. Pour l'hématome de la loge, c'est une complication par contre qui est très fréquente. En général, il est difficile à diagnostiquer s'il est en rétropectoral. On doit le respecter au maximum et l'aspiration en général, elle est à éviter vu son risque infectieux. D'où l'intérêt de prévenir l'hématome de la loge en général par une hémostase qui doit être bien faite et un bon réglage ou une bonne gestion des traitements antithrombotiques durant la phase opératoire.
Pour l'infection du device, là, c'est une question qui se répète chaque fois. Il faut distinguer déjà les infections superficielles, des infections de la loge isolées, des bactériémies avec des hémocultures négatives, des infections de loge avec bactériémie ou sans bactériémie et des endocardites infectieuses, qui est la complication la plus redoutable. J'ai trouvé bon, c'est un algorithme d'un position paper publié en 2020 qui montre au fait qui sont les patients à risque de développer une infection de PACE après bien sûr, l'opération. En général, on trouve des risques, facteurs de risque qui sont modifiables, sont liés aux patients, à savoir une fièvre auparavant, un chevauchement anticoagulant ou une prise d'anticoagulants. C'est soit des facteurs liés à la procédure elle-même, à savoir un hématome de Loge ou un pacing temporaire, soit des facteurs qui peuvent être liés à la stimulation, à la procédure ou à la sonde elle-même, à savoir un abdominal pacing. En général, il faut agir sur ces facteurs de risque modifiables. Là, c'est un algorithme qui permet de dire est-ce qu'on doit extraire ou pas toute infection de l'os. Donc là, en général, si c'est une infection qui est superficielle, en général, une antibiothérapie de 7 à 10 jours est suffisante par voie orale. Si c'est une infection de l'os qui est confirmée, donc sans septicémie, sans bactériémie, on considère comme quand même une extraction du boîtier parce que ça va progresser vers une septicémie, ça va progresser par la suite vers une endocardie. Si c'est une infection systémique d'emblée sans végétation ou sans infection de loge, il faut extraire aussi avec une antibiothérapie IV durant 4 semaines. Et si c'est une endocardie confirmée, ben là, il faut extraire aussi avec une antibiothérapie prolongée 4 à 6 semaines. Une complication qui est souvent négligée, c'est l'escience tricuspide, vu l'interférence avec la valve tricuspide. En général, c'est une unité qui est de grade 2. Dans 10 à 30% des cas, c'est soit des dommages durant l'acte opératoire dû à des lésions de l'appareil valvulaire, soit ça survient chroniquement après l'opération vu l'interférence de la sonde avec la valve, soit après l'extraction de la valve. Et en général, ce sont des patients qui peuvent entraîner une détérioration hémodynamique ou un excès de mortalité. Donc, le syndrome du pacemaker, il correspond en général à une dyspnée, une fatigabilité ou une palpitation lorsque le pace est en mode VVI et qu'il active de façon rétrograde les oreillettes. En général, c'est une contraction auriculaire à valve auriculaire fermée et ça augmente la pression intra-auriculaire et ça contribue à une baisse du débit cardiaque. Et le traitement, c'est le switching en mode DDD. Donc, tout ceci montre une corrélation positive entre les complications et la survie des patients, comme le montre cette étude publiée au JACC en 2000. Donc, pour conclure, il faut une évaluation détaillée chez les patients qui sont candidats à une implantation de PACE. Il faut toujours corréler entre les symptômes et la bradycardie pour établir un diagnostic de pacing chez les patients dysfonction sinusale. Un pacing permanent chez les patients avec un BAV au grade doit être fait, donc, et ceci, que ce patient soit symptomatique ou pas et que le BAV soit paroxystique ou permanent. Il faut bien sûr réaliser un petit test ou un massage sinus carotidien en cas de syncope réflexe. Tout ce qui est gestion de procédure après ta vie, il faut le gérer adéquatement. Et bien sûr, une règle d'or, ça veut dire que plus le QRS est large, plus la synchronisation est meilleure. Là, c'est juste une réflexion, c'est que le pacing resynchro ne sont pas des procédures percutanées simples, c'est un long voyage qui peut démarrer déjà par l'évaluation clinique pour vérifier l'indication, anticiper les complications à prévenir et bien sûr un long-term follow-up chez ces patients pour voir est-ce qu'ils développent par la suite des complications ou pas. Et je vous remercie.